Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus du 14h42 qui va être consacré aujourd'hui à Big Brother, aux boîtes noires et au projet de loi renseignement. On accueille aujourd'hui Édouard Dorian-Sipel, bonjour. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes sénateur, vous êtes député, sénateur, n'importe quoi, membre de la Commission de défense nationale et des forces armées, vous avez été membre de la Commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement, vous êtes vice-président du groupe socialiste, républicain et citoyen à l'Assemblée et également secrétaire national du Parti socialiste chargé de la défense. Alexandre Archambault avec nous en duplex, bonjour, qui est l'ancien responsable juridique des affaires juridiques de Free et qui aujourd'hui... Voilà, et plutôt en charge des obligations légales, donc un sujet que je traitais depuis une quinzaine d'années. Voilà, qui donc nous donnera le point de vue de l'intérieur d'un FAI à la fois technique et juridique sur comment fonctionnent les interceptions de sécurité, à savoir donc les écoutes téléphoniques pratiquées par les services de renseignement. Et avec nous également Andrea Fradin, journaliste à Rue 89, félicitations par ailleurs, tu as eu ton CDI, et qui a beaucoup écrit sur le projet de loi renseignement. Alors, on va commencer par le 12 avril. Le Monde fait sa une, un Big Brother dissimulé au cœur du renseignement français et qui affirme que le PNCD, donc plateforme nationale de cryptage et de décryptement, serait un réseau de surveillance des télécommunications sur Internet. Ça a été repris un petit peu partout dans la presse. Moi, j'ai cherché à comprendre ce que c'était et j'ai découvert... Alors, Le Monde affirmait que c'était un plus grand secret depuis sa création en 2007 et en cherchant sur Internet, j'ai découvert que j'en avais déjà parlé en 2005, qu'en fait, c'est pas plateforme nationale de cryptage et de décryptement, mais c'est un pôle national de cryptanalyse et de décryptement. Pour ceux qui savent pas, en cryptographie, on chiffre les messages. La cryptanalyse, c'est l'art de décrypter les messages. Pourquoi on dit décrypter et pas déchiffrer? C'est qu'on n'a pas la clé. Quand on n'a pas la clé, on décrypte. Et pour ça, il faut des gros ordinateurs capables de faire des milliards de calculs à la seconde, d'où le recours à des supercalculateurs. Et ces supercalculateurs, c'est ça, le PNCD. J'ai fait mon fact-check hier. On va revenir sur cette histoire avec des propos de François Hollande tenus sur Canal+ dimanche dernier. On regarde. Il y a des choses qui ne sont pas encadrées. Le PNCD, ça n'est pas encadré. Avant, il y avait des choses qui n'étaient pas encadrées, qui fonctionnaient. Personne ne s'en inquiétait. Vous le saviez que ça fonctionnait, on a découvert un certain nombre de choses, notamment d'abord parce qu'il y a de nouvelles technologies. La dernière loi sur le renseignement, elle remonte à 91. Je vais donc il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'Internet. Donc il y a un nouveau système qui permet effectivement de prendre en compte ce qui existe sur le plan technologique. Et il y avait donc des machines, ce qu'on appelle les algorithmes, pour aller voir s'il n'y a pas des terroristes qui utilisent des communications cryptées. Eh bien, on va permettre qu'il y ait un contrôle, pas un contrôle du contenu. Un contrôle pour voir s'il n'y a pas justement ces organisations qui utilisent le cryptage et qui utilisent beaucoup de communication. Je précise, PNCD pour plateforme nationale de cryptage et de décryptement, un système complexe et occulte qui fonctionne, mis en place par la DGSE depuis 2007. Oui, mais justement, ça existait. Ça existait et il n'y avait pas de loi pour le contrôler. Alors, Andrea, oui. Toi, tu as fait un papier qui a vachement été retweeté dimanche, où tu disais que François Hollande confirmait quelque chose qui avait été démenti. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement ? En gros, moi, ce qui m'a frappé, dommage, l'extrait n'est pas complet, mais après, François Hollande dit donc que le projet de loi renseignement encadrera donc ce fameux PNCD, quelle que soit la définition, plateforme ou pôle qu'on lui donne, et que la journaliste Maïtena Biraben lui dit... ce sera contrôlé par la loi. Il dit oui, ce sera contrôlé parce que c'est à l'intérieur. La DGSE, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sera contrôlé. Ce qui laisse entendre donc que la PNCD dispose de communications intérieures au pays. Et si c'est le cas, je n'exclus pas, et c'est très clair dans le papier, que François Hollande se soit embrouillé. Ce passage était assez confus. Mais si la PNCD ou le PNCD concerne des communications intérieures, ce fait-là a effectivement été démenti par tous les ministres. Même si Le Drian a effectivement dit le 15 avril ou le 16 avril à l'Assemblée, donc très récemment, qu'il ne fallait pas fantasmer et a démenti les contenus des articles du Monde. Ceci dit, le fait que le PNCD ne concerne pas des communications internes à la France a été démenti par tout le monde. Alors, et le président laisse entendre que c'est le cas. Donc, visiblement, en même temps, on voit que François Hollande ne maîtrise pas complètement bien ce dossier. Enfin, c'est peut-être une erreur, mais ça me semble, comme il le dit très bien, c'est technique, mais c'est essentiel. Et il me semble essentiel, justement, qu'il précise ce point. Parce que ce qui s'était passé, c'est donc qu'on avait Cazeneuve qui avait démenti les affirmations du Monde, ensuite Le Drian qui avait reconnu l'existence du PNCD en disant que c'était une plateforme de décryptement. Vous en savez quoi ?
Eh bien, tout simplement ce qui est vrai, dans la limite de ce que l'on peut savoir, s'agissant de sujets quand même frappés du secret défense pour une bonne part. C'est un programme classé Il secret faut défense. distinguer deux choses. Les interceptions d'une part et ce pôle, le PNCD, de cryptanalyse et de décryptage et de décryptement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que la DGSE intercepte comme communication extérieure, À l'extérieur du territoire essentiellement. national. Et je pense que c'est là la confusion aujourd'hui. Et il y a le pôle de cryptanalyse, c'est-à-dire les supercalculateurs, qui permettent de décrypter ou de décoder des messages codés, tout simplement. Donc ce sont deux opérations différentes, ce ne sont pas les mêmes machines. Et je pense que tout cet embrouillamini vient du fait qu'il y a une grosse paranoïa entre une machine qui capterait tout ce qui se passe dans le monde et qui le décoderait en même temps. Oui, parce Donc que d'une part, le PNCD ne date pas, contrairement aux affirmations que j'ai lues dans la presse de 2006 ou de 2007. Le PNCD a été créé en 1999 par Lionel Jospin et il s'agit d'un pôle, c'est pas une plateforme, les mots ont un sens, chargé C'est quoi la effectivement. différence Je pense que c'est pas une plateforme qui est reliée à je ne sais trop quoi et Parce qui que serait partagée. le Monde explique voilà. que le PNCD est relié au réseau des opérateurs. Voilà, non, c'est pas du tout ça, c'est simplement des machines, des supercalculateurs capables de casser des codes. Point barre, pour décrypter des messages codés. C'est quand même ça le boulot des services de renseignement, c'est de décoder ce que d'autres codent. Point barre. S'agissant des interceptions, effectivement, la DGSE n'a vocation qu'à intercepter des communications extérieures, hors du sol français. Il peut arriver qu'il y ait des Il y a communications. il faut savoir, en matière d'interception de sécurité, donc les écoutes faites par les services de renseignement, il y a un quota de 2190 interceptions en simultané. On ne peut pas écouter plus de 2190 cibles en simultané, En administratif. dont 275 pour la DGSE. Donc la DGSE peut quand même écouter des gens en France. Oui, mais il y a la partie des communications internationales, France, donc étranger, lié à une personne en France. Dès lors, et c'est ça que dit le président de la République, dès lors que la DGSE, par exemple, capte une télécommunication extérieure avec une personne en France, la partie qui concerne la communication domestique française, elle rebascule dans le cadre de la loi. C'est ça qu'il a voulu dire. Et c'est précisément ce que nous avons voté dans cette loi renseignement qui légalise et qui cadre juridiquement les interceptions extérieures France. Donc les appels, en gros, que vous captez étrangers avec une personne en France, dès lors que ça rentre dans la partie française, elle rentre sous le coup de la loi. C'est ça que nous avons d'ailleurs modifié pour clarifier les choses. Et la DGSE ne s'occupe que des interceptions extérieures sans concerner la France. Et quand ça rentre dans le cadre français, ça retombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire sous le coup de la commission chargée de contrôler sous l'ensemble des dispositifs que nous avons votés. Mais il faut distinguer encore une fois la capacité de décryptement des capacités d'interception, et il est bon, et vous, le papier que vous avez fait, dit toute la vérité et remet les choses à leur place, et j'invite chacun à lire votre papier qui est très précis. Alexandre Archambault, je t'ai vu tout à l'heure hocher de la tête quand je disais que Le Monde affirmait que le PNCD était relié au réseau des opérateurs, et que donc il y aurait déjà des boîtes noires chez les opérateurs. Non, je ne hochais pas la tête, je hochais de la tête. Comme ça. Est-ce qu'il y a des boîtes noires? Est-ce que c'est la PNCD? Est-ce qu'elle est reliée? La PNCD peut exister, simplement c'est que les opérateurs n'ont de relation avec les pouvoirs publics, soit avec la justice, donc en l'occurrence la CNIL, soit dans ce cas-là, si on est en sphère administrative, il y a une interface, un service qui dépend du Premier ministre, qui effectivement fait l'interface avec les opérateurs, charge ensuite à ce service de faire appel aux capacités de traitement. Mais il n'y a pas de connexion directe entre les services administratifs et les opérateurs. Donc il n'y a pas c'est pas relié à la DGSE, les opérateurs. Non. D'accord. Encore une chose importante, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle des passerelles d'intermédiation qui permettent de tracer et d'authentifier les échanges, notamment le jour où on aura quelque chose qui partira dans le décor pour qu'on puisse effectivement établir la chaîne de responsabilité. Ça, c'est le GIC, le groupement interministériel de contrôle, qui donc centralise les interceptions administratives. Voilà. C'est ça, exactement. Andrea, est-ce que tu es convaincu par ce que dit M. Rian-Sipel? Est-ce que ça lève les questions que tu posais dans ton papier? Je sais pas. J'avoue que l'intervention de M. Hollande était vraiment
très très confuse. Et ce passage, c'est dommage que vous l'ayez pas mis, où il dit intérieur, extérieur. On voit lui-même qu'il sait pas trop de quoi il parle. Peut-être qu'il tout simplement il s'embrouille. Encore une fois, c'est tout à fait possible vu la technicité du sujet. Peut-être que c'est un aveu involontaire. En tout cas, je trouve que c'est nécessaire vu l'importance du sujet et vu l'enjeu, hein, parce que tous les spécialistes de la défense disent effectivement que c'est très cloisonné. La DGSE, c'est international, communication internationale ou extérieure, mais que l'intérieur, normalement, ils ne doivent pas y toucher, que ça doit être rebasculé effectivement dans le cadre classique des interceptions intérieures. Donc je trouve que ça mérite précision de la part soit du président, soit du Premier ministre. Là-dessus, Parce qu'il était mal informé, il comprend ce qui même me le sujet. frappe quand même dans cette affaire, c'est que dès la nuit du 15 avril, en séance à l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, répond à un député du Front de gauche, M. Candelier, sur cette affaire de PNCD. Et je vois que Andrea a suivi les débats, puisqu'elle cite Jean-Yves Le Drian, qui commence par dire « il ne faut pas fantasmer au-delà du nécessaire ». Et il dit « le PNCD, c'est le pôle national de cryptanalyse et de déchiffrement, décryptement. D'une part, il a été créé en 1999, et d'autre part, ça n'a rien à voir avec les interceptions qui dépendent d'autres moyens techniques, pour être très clair. Et personne ne prend la parole du ministre au sérieux, et on continue de dire que les ministres et le gouvernement nient le PNCD, alors que devant la représentation nationale, c'est le ministre de la Défense, sous l'autorité duquel est placée la DGSE, à l'intérieur de laquelle il y a ce PNCD. Il le dit, oui, mais tout le monde se trompe sur les dates, sur les fonctions et sur les missions de cette affaire. Donc à un moment donné, cette clarification, j'espère qu'elle sera tenue. Et en l'espèce, il y avait donc ce rapport dont j'avais dans parlé les débats pour en quelque 2005, chose quand même de qui était un rapport de substantif. parlementaire qui disait qu'il y avait une augmentation effectivement des moyens pour le pôle national Bien sûr. de cryptanalyse et de décryptement, qu'ils allaient recruter 20 cryptanalystes spécialisés et que c'était dans le cadre de pour décrypter les codes dans le cadre de la surveillance des télécommunications Mais internationales. soyons précis. Il n'y a que 10 pays au monde qui sont dans le petit club des grands pays qui disposent de supercalculateurs comme nous en avons, pour casser et déchiffrer ou décrypter. C'est peu de monde. Donc les messages qu'on cherche à décrypter, c'est moins des petits terroristes ou des gros terroristes qui ne disposent pas nécessairement de ces moyens, c'est plutôt des messages qu'on peut supposer de puissance étatique, qui ont les capacités de crypter de manière extrêmement puissante. Vu que les l'évolution, les ambassadeurs, les militaires chiffrent leur communication pour éviter d'être espionnés par la NSA. D'une part, et les autres. Et notamment pour, y compris leur communication pendant une opération militaire, en situation d'opération. Quand vous allez frapper, par exemple, la Libye ou le Mali, quand vous allez, y compris dans la première guerre du Golfe, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord rendu l'ennemi sourd et aveugle. C'est-à-dire qu'on a empêché, on a brouillé les communications et on ne se laisse pas dans cette vulnérabilité d'être dans la même situation, d'être rendu sourd et aveugle. Donc ça suppose que vous cryptiez effectivement vos communications. Voilà, ça date depuis toujours. Et la Seconde Guerre a été un moment d'évolution de cela. Aujourd'hui, avec l'évolution des mathématiques, les codes sont de plus en plus incassables. On va vers un monde où c'est de plus en plus difficile de casser des codes. C'est très compliqué, y compris avec les puissances des grandes nations, avec des supercalculateurs. Donc on n'est pas là on n'a pas besoin de ces supercalculateurs pour décoder des communications des gens, pour faire soi-disant de la surveillance de masse. On est là dans le très grand jeu géopolitique, à mon avis, avec de gros intérêts, de grosses capacités de cryptage et de décryptement. Et donc ça suppose qu'une grande nation comme la Lune dispose aussi de ces capacités. Tu voulais rebondir? Oui, au-delà du PNCD et du débat autour de ça, j'avoue que après, on va parler du projet de loi renseignement. Le travail de Folleroux, le tien, Jean-Marc. Mais au-delà de ça, j'aimerais juste préciser qu'en octobre 2013, au Conseil européen, j'avais interpellé François Hollande sur la surveillance et sur le premier article du Monde sur le sujet, et qu'il m'avait répondu alors, nous sommes dans le cadre légal. Et dimanche, il a dit le contraire. Il a dit qu'il y avait des choses illégales. Il a dit que ces choses illégales devaient être encadrées par le nouveau projet de loi.
Donc, je suis désolée, je maintiens, le propos est confus et mérite précision. Alors, à ce titre, justement, effectivement, dans le cadre du projet de loi renseignement, on nous explique qu'il y a des technologies de renseignement qui sont utilisées par les services de renseignement, mais qui n'avaient pas de cadre légal, et que donc la loi va les encadrer. On parle là des IMSI catchers, donc c'est des balises qui interceptent les numéros de téléphone environnants, les logiciels espions, les micro-espions, les caméras espions, et ça vous dit que vous les légalisez. Mais quid des boîtes noires? Est-ce qu'il existe des boîtes noires que vous voulez légaliser? Il y a ce qu'on appelle des algorithmes, qui sont des dispositifs nouveaux. Ouais. Lorsqu'on dit on veut légaliser des pratiques déjà existantes des services de renseignement, ce sont des choses toutes simples, dont tout le monde se figure que les services les utilisent depuis toujours et on pense même que c'est légal. Je parle de micro, tout simplement, pour mettre dans un lieu privé. Je parle de balises, alors ça c'est peut-être un peu nouveau avec les moyens de géolocalisation contemporains, même si des balises existaient avec d'autres moyens techniques dans les années 70, dans les années 80. Donc en gros, ces techniques-là n'étaient pas, entre guillemets, légalisées, il y avait un vide juridique. Donc aujourd'hui, on remplit ce vide juridique, on comble ce vide juridique en disant, voilà les techniques que les services de renseignement peuvent utiliser, définies par la loi, mettre des micros, mettre des balises pour suivre des individus ou des voitures, mettre aussi effectivement des moyens contemporains, des IMSI catchers pour capter un certain nombre de communications. Et la question c'est les algorithmes, ça c'est tout à fait nouveau. Je ne pense pas que c'était utilisé préalablement. Il n'y avait pas d'algorithme. Alors, pour définir, on a donc l'article, enfin le projet de loi est sorti dans Figaro. On les sort pas de sa poche. Il est sorti dans le Figaro. Le Figaro dit que ça va servir à détecter des comportements suspects. Oui. Là-dessus, réunion de crise dans les cabinets ministériels. Il y a des journalistes qui sont conviés pour faire dégonfler la baudruche. Et on a des conseillers ministériels qui expliquent que pour détecter les comportements suspects, on va installer des boîtes noires chez les opérateurs. Et c'est là où le mot boîte noire commence à sortir dans la presse. C'est une immense bêtise. Parce qu'il ne s'agit pas de boîte noire, il s'agit d'algorithmes. D'accord. Voilà. Donc après, il faut les mettre sur les réseaux, sur les cœurs de réseau, aussi bien des hébergeurs que des opérateurs. Bon, très bien. C'est des algorithmes. Il y a eu des précisions qui ont été faites, notamment dans le débat parlementaire. D'abord, il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer, mais après, il faut les installer sur des logiciels ou des codes. Il faut les installer chez les opérateurs et les fournisseurs d'accès. D'ailleurs, le même ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, dans la même nuit du 15 avril, autour de 22h, 22h40, il suffit d'aller sur Internet. Grâce à la technologie, chacun peut vérifier ce que le ministre de la Défense a dit devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant tous les Français. Il a dit un certain nombre de choses et d'engagements. Que d'une part, ces algorithmes seraient créés par nos propres services, que ce n'est pas du sous-traitement. D'autre part, qu'ils seraient discutés avec les opérateurs et les fournisseurs d'accès, les conditions pour les mettre en place, qui vont les mettre avec les opérateurs. Ça ne va pas être un agent qui, en solo, va aller plugger ça là où il faut. On le fera avec les hébergeurs et avec les fournisseurs d'accès, que ce sera aussi limité dans le temps et que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pourra à tout moment vérifier non seulement la création et la nature de cet algorithme, comme le vérifier en cours de route s'il change, parce qu'il peut changer. Voilà, donc on a offert des garanties et j'observe que le groupement des hébergeurs s'est dit satisfait des explications et des propositions qui a été lancée, faites par le million, dont les représentants notamment de Vache ont rencontré Le Drian, et maintenant ils disent qu'ils avaient menacé de délocaliser les data centers et éventuellement leurs salariés, et suite à la réunion, ils ont été rassurés. Mais un certain nombre de personnes disent oui, ils ont été rassurés, mais le projet de loi, il n'a pas vraiment changé. Eh ben, en tout cas, il a été précisé. Pourquoi voulez-vous qu'on change le projet de loi? Concrètement, explique-moi, c'est quoi un comportement suspect? Comment un comportement... La loi dit je vais vous dire très honnêtement, il y a des choses, détecter une menace terroriste. Il y a des choses que je sais, mais que je ne vais pas dire sur ce plateau. Je veux bien qu'on discute après et vous faites votre travail. Parce que je ne vais pas livrer les techniques malignes des agents des services de renseignement qui ne se contentent pas des algorithmes. Ils captent un certain nombre de comportements suspects avec les algorithmes, notamment pour faire du data mining, voir les entourages, cibler justement leurs recherches, et ensuite ils recoupent avec du renseignement humain et avec des tactiques humaines online ou sur les réseaux. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui quelques recettes, parce qu'elles pourraient ensuite modifier le comportement des terroristes, des apprentis terroristes. Mais ce sont des comportements humains des services et des agents sur la base des éléments qui peuvent être captés à travers du data mining et qui peut être capté grâce à ces algorithmes. Mais
c'est plutôt des tactiques On a Bernard Bachelet, de détermination. le patron de la DGSE, d'un certain nombre qui de dit comportements. « Nous connaissons les techniques qu'emploient les djihadistes pour dissimuler leur communication. » Bah, par exemple, on vous donne un exemple, c'était dans l'un des papiers d'un opposant à la loi. Sur Google, vous pouvez par exemple créer une boîte mail, ou sur n'importe quelle boîte mail, vous créez une boîte mail, sauf que vous n'envoyez jamais de mail, vous écrivez des mails, vous le mettez dans le brouillon, et vous laissez ensuite donner le code à votre complice ou à vos réseaux, et à ce moment-là, vous consultez la même boîte mail sans émettre de mail. Tant que le mail circule, mais il reste en mode brouillon, et donc des adresses IP différentes se connectent au même dossier brouillon. Exactement, voilà. Et donc, en faisant ce type de data mining pour savoir qui se connecte, à partir de quel poste, où et comment, sur la même boîte mail, sur le même brouillon, eh bien, vous pouvez commencer à avoir des éléments de suivi intéressants, de personnalités qui intéressent les services. Ça montre qu'on est obligé de faire dans la dentelle pour faire le travail correctement des services de renseignement et qu'on n'a pas besoin de scanner les télécommunications de tout le monde ou les connexions de tout le monde pour essayer d'avoir une vérité et ensuite d'essayer de trouver l'aiguille dans une immense botte de foin que serait l'ensemble des interceptions et l'ensemble des connexions. Et Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent effectivement de surveillance de masse, qui est Ça ne marche dénoncée pas. par Cazeneuve. Et Ça ne marche pas. La Ça surveillance de n'intéresse masse. même pas les services. Moi, je les ai tous rencontrés, les patrons des services. Tous, ils me disent, écoutez, on n'a pas besoin de Patriot Act, on ne veut pas faire de la surveillance généralisée. Juste donnez-nous quelques moyens juridiques et quelques moyens techniques, que vous nous sécurisiez aussi, nous, agents des services d'intérieur, parce qu'on a besoin d'être sécurisés. Aujourd'hui, on fait des choses, il n'y a pas de cadre légal, on peut se retrouver en tôle. Donc, à un moment donné, un agent, il peut se poser la question de savoir est-ce que je mets la balise ou le micro, sachant que ça peut se retourner contre moi si jamais, etc. Bon, là, il y aura un cadre Et légal, pour faire de la il y aura dentelle, du pour contrôle. choper l'aiguille dans la botte de foin, il faut l'analyser, la botte de foin. Oui, mais on a déjà un certain nombre de noms, de personnalités que l'on suit. Et à partir, par exemple, si vous suivez, mettons, j'ai n'importe quoi, les Kouachi ou Koulibaly, vous allez essayer de voir un petit peu son environnement en fonction des interconnexions qu'ils ont faites. Et si vous avez ces moyens-là, vous pouvez ensuite sortir 30, 40 noms maximum ou de connexions avant d'aller dans le nom, qui ensuite vous permettent d'aller dans les noms de ces 30-40, qui permettent au service de travailler et d'évacuer un certain nombre de pistes. Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner des techniques simples, très simples, bêtes et méchantes, qui ne supposent pas des algorithmes ultra compliqués. Mais par exemple, quand vous êtes dans le suivi, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui a installé telle ou telle vidéo, vous avez des moyens de cibler peut-être celui qui pourrait être vraiment un terroriste et non pas simplement un citoyen qui veut voir la vidéo d'un djihadiste. Et comment on fait la différence entre Ça, je vous assure que c'est le boulot des services qui regarde Ils une savent vidéo et faire. un citoyen qui regarde C'est une très vidéo. bête, je ne vais pas vous le dire ici, parce qu'ensuite, ils peuvent changer de comportement. Ouais. Mais, et d'ailleurs, je le dis d'autant plus tranquillement que ça a été dit à l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas besoin de le répéter. Voilà. Alors, moi, Faites votre concrètement, boulot. il m'arrive d'utiliser des logiciels de chiffrement pour me protéger. Oui. J'utilise Tor, j'utilise Otter, j'utilise GNU-PG. Il m'arrive d'aller sur des sites djihadistes, il m'arrive de voir des vidéos. Comment les algorithmes vont faire pour savoir que, sachant que je suis caché, derrière des algorithmes qui me permettent enfin des logiciels qui me permettent de me protéger, comment on va faire la distinction entre un citoyen qui cherche légitimement à se protéger et un terroriste qui... Encore une fois, je vous réponds, c'est le boulot des services de faire la part de ce qui les intéresse et de ce qui ne les intéresse pas. Des bonnes pistes et des fausses pistes. Et après, à un moment, vous pouvez être à un moment donné inquiété, effectivement, si vous êtes inquiété, pardon. Oui, inquiété d'une certaine façon sur si vous êtes sur tort. Et les gens qui sont sur tort, certains me l'ont dit. Je sais que je soupçonne d'être Tor, c'est un surveillé. navigateur qui permet d'être anonyme, Voilà. si on ne fait pas trop de bêtises sur De Internet, ne pas être de repéré, masquer non. son adresse IP Voilà, exactement. et de chiffrer le contenu. Et d'ailleurs, si vous demain vous utilisez Tor et que vous suspectez d'être abusivement suivi par les services de renseignement, vous aurez le droit, ce sera la nouveauté grâce à cette loi, il faudra attendre qu'elle soit votée pour que vous ayez ce droit, de saisir le Conseil d'État, qui pourra vous dire qui vérifie si vous avez... si la loi a été respectée ou pas. Voilà, ils ne vous diront pas tous les détails, mais au moins le Conseil d'État, à qui on ne pourra pas opposer le secret défense, c'est une très grande nouveauté démocratique. C'est pas si nouveau ça. C'est une très grande nouveauté Elle démocratique. existe aujourd'hui qui encadre les interceptions de sécurité. Moi, j'ai contacté la CNCIS pour lui demander de vérifier si j'avais fait l'objet de mesures de surveillance et on m'a répondu tout ce qui aurait éventuellement été fait a respecté la loi. Je ne sais pas si j'ai été sur écoute ou pas, mais le CNCIS me dit ça a été fait conforme, ce qui a été fait ou pas a été conforme à la loi. Et là, au moins, vous avez cette tranquillité. Que vous avez une commission indépendante avec des gens sérieux
la CNCIS et M. Delarue, lequel a beaucoup critiqué en partie le texte. Donc vous voyez, s'il vous dit que vous avez été suivi un petit peu, mais que la loi a été respectée, c'est la même personne et les mêmes personnes qui aujourd'hui peuvent critiquer la loi sur un certain nombre d'aspects parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de garanties. L'une des garanties les plus fondamentales de ce texte, et vous qui suivez ces affaires, vous les connaissez. Jusqu'à présent, jamais un service de renseignement ou un agent des services n'est tombé dans le domaine judiciaire ou devant la justice. Pour une raison très simple, à chaque fois que la justice venait travailler sur les affaires des services, on opposait secret défense. Circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, c'est terminé. Le Conseil d'État, oui, aussi bien la commission de contrôle des techniques de renseignement qui a vocation à vérifier que les écoutes et les intercessions se font bien dans le cadre légal, et y compris elle peut aller jusqu'au contenu, etc. Elle pourra demander tous les éléments, on ne pourra pas lui dire en secret défense on ne vous donne rien. Il faudra lui donner. Pareil au Conseil d'État. Donc ils auront, les plus hautes juridictions de notre pays, comme le Conseil d'État, aura une visibilité pour dire c'est légal ou c'est pas légal. Et si c'est pas légal, ils renvoient ça vers le judiciaire avec les pénalités et les sanctions judiciaires que peuvent encourir tous ceux qui pratiqueraient des abus ou des dérives en matière d'écoute ou d'interception. Je voudrais faire intervenir, alors juste préciser, vous êtes tous les deux par Skype parce que vous ne pouviez pas physiquement être présents autour de cette table. C'est pas une façon de privilégier un intervenant par rapport à un autre. Alexandre, je voudrais te faire réagir par rapport à ces histoires, à ces fameux articles 851-4. Comment on peut détecter des comportements suspects? Justement, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question-là. Ah, ça y est, c'est bon. Justement, on aimerait bien avoir la réponse à cette question-là parce que typiquement sur cette disposition, on est typiquement dans la disposition qui a été effectivement prévue, mais sans se soucier de son applicabilité. Puisque là, on entend dire qu'effectivement, ça sera quelque chose qui va être discuté avec les opérateurs. Et je pense que tout cela procède effectivement d'un postulat de départ qui repose sur une mauvaise perception de la réalité de l'exploitation des réseaux. Puisque effectivement, il y a des algorithmes qui sont très efficaces, mais sur des données stockées. C'est-à-dire, dans le cas du data mining, vous avez une montagne de données et vous faites tourner des données qui sont stockées, donc pas des données de flux, donc des données qui sont stockées, vous faites tourner des algorithmes qui vont effectivement vous permettre de retrouver les informations pertinentes et de les remettre en contexte et en connexion. C'est ce que font, par exemple, c'était cité lors des débats parlementaires pour justement motiver cette demande, c'est ce que font, par exemple, les géants du web. Simplement, c'est que ces algorithmes-là, et on parle un petit peu en connaissance de cause, sont pour l'instant relativement inopérants sur les données de flux. Alors, on va préciser ce que la différence entre les données de flux. Google peut chercher sur des sites web parce que les sites web sont sur des serveurs. Ils sont physiquement sur les serveurs. Les données de flux, c'est les autoroutes de l'information, c'est les fournisseurs d'accès qui font effectivement un flux incessant de données. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à retrouver des données quand elles circulent que quand elles sont stockées. C'est ça l'explication ? Voilà. Exactement. Et rajouter à cela que par la suite de ce qui s'est passé outre-Atlantique avec l'affaire Snowden, on assiste à une forte évolution de la typologie du trafic sur nos réseaux, puisque même désormais, une grande partie du trafic est chiffrée. Donc, quand bien même ces informations passeraient dans les paquets, elles passent de façon chiffrée, donc difficilement analysable en temps réel par les algorithmes existants. À tel point qu'effectivement, ça a été cité, lorsqu'il s'agit d'opérations extérieures, on a ce fameux pôle qui permet d'apporter un appui sur le trafic qu'il faut dépomber. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que pour que ça marche, il faudrait d'abord stocker les données, pour ensuite pouvoir les analyser, mais le texte ne parle pas de ça, il parle de détection de comportements suspects chez les opérateurs. En temps réel, si on fait à peu près une analyse, ça reviendrait à faire, c'est un peu comme s'il y a 20 ans, sur les services téléphoniques, on avait une petite oreille qui écoutait en temps réel pour repérer effectivement dans les communications des mots-clés. Or, sur les interceptions téléphoniques, c'était effectivement du trafic qui était extrait, mais qui était retraité après. Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui une interception administrative chez un opérateur ? De la même façon, modulo la chaîne de traitement, mais de la même façon que pour du judiciaire. C'est-à-dire que sur le judiciaire, nous avons désormais une plateforme centralisée qui s'appelle APNIJ, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui est finalement apporte quand même un progrès en termes de liberté publique. Et sur l'administratif, nous avons son pendant qui existe, qui est un peu en terre. C'est quoi? C'était l'opérateur chez Free, tu mettais une bretelle pour dire tout le trafic internet ou téléphonique de tel utilisateur, je le renvoie à l'APNIJ ou je le renvoie au GIC.
Alors, la bretelle, c'est effectivement un schéma. On n'est plus effectivement dans les bretelles, mais effectivement, les opérateurs majeurs sont directement raccordés à ces plateformes-là, qui servent effectivement d'intermédiaire avec les services opérationnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service opérationnel qui vient se connecter directement chez l'opérateur. On a ce qu'on appelle une interface qui fait l'intermédiation. Donc, pour la justice, c'est la PNIJ, et pour l'administratif, c'est le GIC. Donc, effectivement, qui ne permet pas aux opérateurs Le de regroupement savoir... interministériel de contrôle. Exactement. C'est-à-dire qu'il permet effectivement de garantir la confidentialité des échanges, c'est-à-dire que les opérateurs ne savent pas pour quelle effectivement affaire. Tout ce que vous savez, c'est que c'est tel abonné, le trafic de tel abonné doit être routé. Exactement. Est-ce qu'il y a du DPI? Exactement. C'est-à-dire, et donc du coup, c'est tout le. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tri qui est fait par les opérateurs, parce que les opérateurs, nous sommes astreints à une obligation de neutralité, nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, donc effectivement, on est requis, on doit traiter dans le cadre des lois existantes notre concours, donc en l'occurrence, l'interception, c'est dériver tout le trafic d'un abonné, que ce soit au niveau judiciaire ou au niveau administratif, charge ensuite à la plateforme de traitement, qui n'est pas chez l'opérateur, d'opérer effectivement le tri. Ouais. Oui, il faut rentrer sur un schéma simple. Là, on n'est pas dans... on cherche dans la nature. On a repéré peut-être quelqu'un, et à ce moment-là, les services, avec les autorisations légales qui conviennent, demandent à l'opérateur, effectivement, de filer tout ce qui concerne un individu. C'est ça, là. Alors, le nouveau dispositif, donc, pour détecter, donc là, ce sera différent, ce ne sera pas sur un individu. Mais ça, c'est pas l'algorithme, hein, on est d'accord. Là, on parle de l'existant. Maintenant, on va parler de l'algorithme. Toi, Alexandre, tu as essayé de savoir comment... Concrètement, il faudrait le déployer, et tu dis que ça pourrait coûter extrêmement cher et être extrêmement complexe, parce que si on veut vraiment le mettre partout, ce serait 50 000 raccordements qu'il faudrait effectuer. Déjà, d'une part, si on veut que l'algorithme, une nouvelle fois, est-ce qu'on veut que la loi soit efficace ou pas? Si on veut effectivement atteindre l'objectif qui est recherché par le législateur, il faut quand même tenir compte de la réalité de l'exploitation des réseaux. Et on n'est plus sur des réseaux qui sont hyper centralisés, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années, où effectivement il suffisait de se mettre sur le cœur de réseau, et de là on avait une vision sur à peu près 100% du trafic. Là, à ce jour, vous mettez sur le cœur de réseau d'un Orange, d'un Free, d'un SFR ou d'un Bouygues, vous n'avez qu'une minorité du trafic qui passe, parce que les réseaux Internet sont des réseaux qui sont maillés, décentralisés, et surtout, contrairement aux réseaux de télécommunications traditionnels, les sens aller et retour, et là on a encore la démonstration avec la qualité de la vidéo là, qui nous relaie aujourd'hui, mais les voies aller et retour ne passent pas par les mêmes liaisons. Donc si on veut suivre un peu l'objectif recherché par les services de renseignement, et c'est tout à fait légitime dans une démocratie, c'est effectivement d'être efficace, et si on veut être efficace, il faut être en mesure de pouvoir effectivement avoir une vision sur l'ensemble du trafic. Et si on veut avoir compte tenu de l'état de développement des réseaux, c'est d'être au niveau où on est sûr que la communication aller-retour est relativement unifiée. Et à date, c'est pratiquement au niveau de chaque équipement d'accès, donc ce qu'on appelle un DSLAM. Et demain, sur la 5G et la 4G d'ailleurs, ça va être au niveau de l'antenne. Donc c'est au bas mot 50 000 équipements. Oui. Alors là-dessus, l'étude d'impact ne dit rien. On n'a rien sur la faisabilité technique de ce dispositif, rien sur le coût. Qui est-ce qui va payer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Et lors des débats à l'Assemblée, il n'en est pas du tout. Lionel Tardy n'a pas arrêté de poser la question. Mais heureusement qu'on ne le sait pas. Enfin, est-ce qu'on peut être sérieux quand même? 2 minutes. C'est très Vous sérieux voulez ce qu'il raconte. Eh ben c'est très sérieux, mais rapportons à l'objectif. Il explique, juste il est sur le plan technique. Pour préciser, Moi, un mail qui parle de Paris à Rennes peut passer par Strasbourg pour revenir, il peut passer par Marseille. Et que donc concrètement, si on veut arriver à surveiller les flux de données, il faut aller au niveau des DSLAM, il y en a 50 000 en France. Il faut toujours rapporter aux objectifs. Qu'est-ce qu'ils font les services de renseignement intérieurs, pour aller vite? Ils luttent contre le terrorisme, ça occupe à peu près 50% de leur travail. Ils luttent contre les tentatives. Les interceptions de sécurité et le terrorisme. Voilà. L'essentiel, c'est la criminalité organisée. Non, mais il y a aussi le contre-espionnage. Il y a aussi le contre-espionnage. Et la contre-ingérence. Oui. N'oubliez pas ça. J'oublie pas. Qu'il s'agit aussi de surveiller ceux qui nous surveillent. Il y a ceux qui nous surveillent et il faut surveiller ceux Parlons qui nous du terrorisme, vu que ces algorithmes ne vont être utilisés que dans le cadre du terrorisme. Que pour les finalités de lutte contre le terrorisme. Vous avez un certain nombre de comportements sur les réseaux qui, grâce à ces algorithmes, c'est-à-dire des tris mathématiques,
permettent à un moment donné de cibler et faciliter le travail des services de renseignement. Il ne s'agira pas d'aller mettre des scans pour scanner tout, mais on sait par exemple qu'il y a environ 1500 ou 3000 personnes concernées par le terrorisme de type djihadiste en France. Donc c'est assez simple d'identifier à peu près les personnalités qu'on veut en priorité suivre et d'essayer de comprendre celles qui pourraient être en connexion. Il y a un article qui dit que toutes les métadonnées concernant les personnes représentant une menace, il y en aurait donc 3000, seront transmises en temps réel depuis les réseaux des opérateurs vers les services de renseignement via GIC. Voilà. Ça, c'est une chose. Là, on parle des algorithmes de détection des comportements suspects. Ça, c'est l'autre. On essaye de détecter un certain nombre de comportements. Regardez quand les services travaillent et qu'ils interpellent des terroristes, soit ici, ou soit avec d'autres services extérieurs. On interpelle des gens au Mali, puisque nous sommes en opération aujourd'hui sur l'ensemble du Sahel, avec l'opération Barkhane. Eh bien, quand on voit un certain nombre de comportements de télécommunication entre les uns et les autres, ils tirent un retour d'expérience, c'est-à-dire la fameuse rétexte du point de vue militaire, et ils essayent ensuite d'utiliser ou d'analyser ces comportements ou ces méthodes de messages cachotiers, on va dire, ou leur comportement sur l'Internet. On vous disait tout à l'heure la façon d'utiliser une boîte mail sans transmettre des messages et qui permettent ensuite, je vous donne quelques exemples, ils ont été donnés par le ministre de la Défense pendant les débats. Je parle par exemple de ce cas de figure, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs un cas de figure réel, mais c'est un exemple très typique, l'utilisation par des terroristes d'outils spécifiques qui sont développés par leurs propres soins, avec parfois des fonctions cachées. On peut imaginer à ce moment-là avoir connaissance par échange entre services de renseignement de plusieurs pays ou du fait de prises, comme je vous disais tout à l'heure, réalisées par nos forces et nos services en opération sur les différents théâtres. Il peut s'agir de consultations de messages sur des pages Internet privées et protégées qui nécessitent l'utilisation d'un mot de passe qui n'est partagé qu'entre des initiés. Une telle consultation peut constituer un signe. Et si vous avez des informations de type humaine ou de type humain, eh bien, vous pouvez les recouper par rapport à ça et l'algorithme vous aidera à cibler un certain nombre de comportements sur les réseaux. On sait par exemple que les individus, en l'occurrence, peuvent communiquer à travers une même boîte mail sans envoyer de message, avec les messages brouillons. On sait que par exemple qu'ils peuvent échanger à travers des consoles de jeux vidéo. Si vous avez fait un repérage et un filage humain, vous savez que peut-être si vous avez pénétré... de jeux vidéo, il y en a des centaines de milliers. Comment vous allez... On ne va pas aller chez tous les mecs qui jouent à la console. Mais par exemple, si vous avez identifié quelqu'un et dont vous savez que, parce que vous avez pénétré dans son logement, que le type il dispose de telle ou telle machine, vous pouvez cibler à ce moment-là les comportements pour, à partir de cette personne, essayer de repérer... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça va être extrêmement ciblé, que ça va être au cas par cas, mais ça ne va pas être des dispositifs massifs, ça ne va pas être dans 50 000, ça va pas être les 50 000 d'Islam. Pourquoi est-ce que ça ne figure pas dans l'étude d'impact? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été dit à l'Assemblée? Le fait que ce serait au cas par cas, et je crois que c'est ce qui est dit. C'est ce qui a été dit dans le débat parlementaire. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse? Dans le débat parlementaire, il y a Lionel Tardy qui a pas demandé combien ça va coûter. C'est beaucoup trompé, Lionel Tardy, dans ces questions. Il a été repris à différentes reprises par Bernard Cazeneuve. Il n'y a pas eu des réponses concernant le fait que dans l'étude d'impact, il n'y a rien. On ne sait pas combien ça va coûter, on ne mesure pas. Mais vous pensez qu'on va donner ces informations au public? Sincèrement, le coût pour que les terroristes essayent d'apprivoiser on a le budget les de la DGSE, techniques qui sait combien ça va coûter. Non, vous n'avez pas le budget de la DGSE, vous avez, je pense, une partie vous avez une enveloppe, mais vous ne savez pas ce qu'ils font avec, heureusement. Mais il y a des contrôles démocratiques de ce que font nos services. On ne parle pas de contrôle démocratique. C'est pas parce que c'est caché. Non, mais je souhaite quand même rétablir juste cela. Ce n'est pas parce que c'est caché. Parce que ça concerne quand même un certain nombre d'affaires sensibles qui concernent la sécurité de tous, de la nation, des Français, des citoyens, des entreprises. Ce n'est pas parce que c'est caché qu'il n'y a pas de contrôle démocratique. Encore une fois, même pour les lanceurs d'alerte, dans les services de renseignement, si demain il y a un agent qui constate qu'un collègue ou une direction fait n'importe quoi, c'est-à-dire du renseignement, si elle fait du renseignement politique, l'agent peut d'abord transmettre tout cela à la commission avant de transmettre au Conseil d'État. Je crois que c'est important qu'on comprenne qu'il y a des garde-fous démocratiques, même si on reste sur des affaires sensibles. Pourquoi on ne donne pas le prix et le coût de l'algorithme? Pourquoi on ne dit pas quels sont les... On ne va pas quand même donner les codes de l'algorithme. Les codes, là, le décret qui va préciser tout ça sera classifié secret défense. D'accord. Alexandre Chambaud, si on veut faire les choses bien, il faudrait 50 000 d'Islam. De son point de vue, il n'est pas agent des services. Non, vous dites qu'effectivement, ça va être beaucoup plus ciblé, ça coûtera moins cher. Des techniques et du numérique, je suis tout à fait d'accord. Mais comme on n'a pas vocation à tout écouter, on n'est pas là-dedans.
ou est-ce qu'on veut être inefficace? Si vous voulez, comme ça a été dit lors des débats parlementaires, vous mettre sur le cœur de réseau, vous serez inefficace. Pourquoi? Parce que vous ne verrez qu'une minorité du trafic et vous verrez de surcroît un trafic qui ne sera pas exploitable. D'accord? Voilà. Alors une autre question qui a été posée par beaucoup de gens, Donc on va chercher c'est l'efficacité, le DPI. tant mieux. Donc le DPI, c'est Deep Packet Inspection, c'est une technique d'inspection en profondeur des paquets qui avait été utilisée notamment en Libye avec Amesis et Cosmos pour surveiller l'Internet en Libye. Bernard Cazeneuve a dit et répété qu'il n'y aurait pas de DPI. Or, dans les exemples qui ont été donnés aussi bien par Le Drian que par Monsieur Cazeneuve, il parle de regarder une vidéo, un mot-clé, un mot de passe. Mais ça, c'est pas des métadonnées, ça c'est des contenus. Comment vous allez faire pour identifier une vidéo ou un mot de passe sans analyser les contenus? Comment vous allez faire sans DPI? Ça, on ne comprend pas non plus. Je n'ai pas la réponse à la question sur le DPI, même si dans l'échelle, les 7 niveaux. Hein, Oui. Alors ça, c'est les couches. Il y a 7 niveaux, effectivement. Moi, j'ai vu, je ne suis pas technicien. Vous avez vu le billet en question? J'ai vu tous les billets. Je m'intéresse. Je ne suis pas ingénieur. Hein. Moi, je suis parlementaire et je m'intéresse aux missions qu'on confie aux services qui ont besoin d'un certain nombre de techniques. Et donc, un certain nombre d'informaticiens disent que ce qui est écrit dans la loi pour les techniciens. Bon. Ce qui est écrit dans la loi ne peut se traduire que par du DPI. Moi, j'ai juste vu sur Wikipédia, très bêtement, parce qu'on nous a expliqué, notamment c'est drôle, parce que celui qui critique l'ingénieur, qui dit c'est pas possible de faire autrement que par les DPI, parce que si on veut atteindre la couche 7, c'est nécessairement des DPI. Moi, j'ai vu, que le DPI, la seule façon d'atteindre la couche 7 pour avoir le contenu, c'est la DPI. En même temps, je clique sur le même lien qu'il met lui-même, qui est le lien Wikipédia de DPI, et bien à ce moment-là, dans ce même article de Wikipédia, il dit qu'il y a des DPI qui peuvent se contenter de rester uniquement sur la couche 3 et 4. Voilà. Alexandre, je pose la question. Est-ce que ça peut être fait autrement qu'avec du DPI? Il y a des DPI qui ne vont pas nécessairement à la couche 7. C'est ça que je dis. Alors déjà, d'une part, effectivement, je pense que c'était très bien de soulever cet exemple-là, parce que je pense que tout cela aussi procède d'une confusion entre ce qui relève de l'accès à Internet fourni par un opérateur ou par un FAI et de ce qui relève d'un service Internet. Et selon qu'on se place au niveau du fournisseur d'accès, au niveau du fournisseur de service, le périmètre des métadonnées n'est pas les mêmes. Voilà. Donc effectivement, si vous voulez les listes des correspondants mails ou si vous voulez effectivement des mots-clés sur des recherches, sur des vidéos, ce n'est pas au niveau d'un réseau que vous aurez ces informations-là, en tout cas en clair, c'est au niveau effectivement du fournisseur de services. Donc ce qu'on dit, c'est que si vous voulez effectivement obtenir ces informations-là via un fournisseur de réseau, là vous faites un peu une erreur opérationnelle, en tout cas on n'est pas en erreur manifeste d'interprétation. Pourquoi? Parce qu'un réseau, ces informations-là ne sont pas pertinentes. Donc le réseau ne les traite pas à date et ne les stocke pas. C'est même d'ailleurs interdit par la loi, l'article 34.1.6 du Code des postes et communications électroniques. Les fournisseurs d'accès à Internet n'ont pas le droit de garder la liste des URL visités par les gens ou les contenus? Ni même les traités. Jean-Marc, je te renvoie à ton ennemi de la nation préférée, qui effectivement saura t'expliquer ça bien mieux que moi. Néanmoins, effectivement, c'est pas parce que ces informations, elles existent. Elles passent par les flux. Simplement, ce qu'on dit, c'est que si on veut les obtenir via les fournisseurs d'accès ou les opérateurs dans le flux, le seul moyen de les obtenir, c'est d'aller taper dans cette fameuse couche 7, et donc c'est le DPI. Alors, il y a James Dunn, qui est un ancien salarié de Cosmos, qui a tweeté la semaine dernière, qui est un des responsables de Cosmos, lui avait dit qu'il y avait déjà 6000 sondes DPI sur les réseaux de Free. Alors ça, c'est une information qu'on ne peut confirmer ni infirmer. Simplement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à date, le DPI, c'est pas nouveau. Ça sert pour d'autres objectifs, je pense notamment pour le judiciaire, parce que c'est un moyen qui peut être en mesure de garantir que c'est la bonne personne qui est interceptée et pas tout le flux d'un DSLAM. C'est-à-dire qu'il y aurait des sondes DPI pour permettre de faire des interceptions ciblées. Ben voilà. Oui, tout à fait. On est dans le ciblé. Et ça, il y a des sondes DPI. On est dans l'interception, on n'est pas effectivement sur la donnée détectée. C'est de l'interception ciblée et pas de la surveillance de masse. Tout à fait. Et il y a Octave Klaba, le créateur de VH, qui a également lancé un tweet la semaine dernière qui a été énormément retweeté, où il dit qu'il y aurait déjà des sondes DPI chez les opérateurs, sinon ils n'auraient pas eu de fréquence. Alors quand on regarde... Non, alors après, et après il dit que c'est des bruits de couloir. Oui, c'est des bruits de couloir. Mais après, effectivement, vous avez le DPI à la base ne sert pas que pour faire l'interception, et notamment mise en œuvre par des opérateurs, je pense notamment outre-Atlantique, pour faire des offres segmentées. Mais bien entendu. Pour effectivement faire en sorte que lorsque vous avez un service ce qui explique pourquoi notamment les débats sur la neutralité d'Internet sont assez prégnants outre-Atlantique, c'est qu'effectivement, vous avez là-bas des forfaits sur lesquels Facebook n'est pas décompté. Donc, si vous voulez
pour ne pas décompter Facebook, il faut quand même regarder ce qui se passe dans le trafic. Bah oui. Donc voilà, et c'est le DPI qui permet d'utiliser cela. Simplement, c'est ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, vu la typologie des offres de détail qui sont quand même relativement simples, faire du DPI à d'autres fins, faire du DPI à des fins commerciales ou à d'autres fins que celles qui existent déjà, c'est quand même une belle usine à gaz. Oui, On a sachant quand même que le quelque chose DPI qui complique considérablement l'exploitation des réseaux. Or, le métier premier d'un opérateur, ça repose sur la confiance. On doit faire en sorte que les informations qui transitent par nos réseaux soient délivrées correctement, rapidement, et pas effectivement avec une qualité de service digne du siècle dernier. Or, le DPI est quand même très destructif pour le réseau. Sachant que le DPI ne sert pas que aux interceptions administratives, aux écoutes téléphoniques, mais ça gère le réseau. Messieurs, madame, on arrive à la fin des 42, on a même explosé en vol. Je vous remercie beaucoup. On aura l'occasion d'en redébattre encore. Le prochain épisode, c'est le 5 mai, vote à l'Assemblée nationale. Ensuite, ça passe au Sénat. Oui, ensuite, ça passe au Sénat. À bientôt.